Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. Ça y est, le top 14 était de retour ce week-end, voilà, avec la 10e journée qui s'est clôturée avec la large victoire du Stade Français contre le Racing 92. On va en discuter de suite avec Paul Arnoux, Loïc Bessière. Bonsoir messieurs. Salut à tous. Salut à tous. Deuxième, troisième mi-temps du week-end. Moi je dors là, en ce moment. Ah ben oui, Moi depuis jeudi, je dors ici. Voilà. Oui, parce que hier soir, je crois que tu as fini tard aussi. Hier soir, jeudi kick-off. Ah, oui, Ils sont confortables les petits fauteuils ils sont pas mal, ouais. Il y a Théophile Harlet en régie aussi ce soir. Et Yanis Guillou aussi qui est actuellement en rédaction. Voilà, on rend hommage à chaque fois à ceux qui restent dans la rédaction. On n'est pas obligé, Yanis. Non, on pourrait pas. Oui, je pense que personne ne nous en tiendrait rigueur. Messieurs, directement quand même, le Stade Français Racing 92. Alors match à sens unique. Bon, le Racing 92 a un peu évité l'humiliation totale dans les dernières minutes avec 3 essais marqués, mais au final 40-24, 6 essais contre 3. Victoire bonifiée du Stade Français, Loïc, qui, on a l'impression, déjà s'offre un bon bol d'air en fond de classement et peut construire sur ce match pour l'avenir. Bah oui, ça fait avant la trêve, il y avait eu ce match contre Clermont déjà. On avait vu du mieux, mais c'était pas non plus une grosse performance. Alors ce soir, ils n'ont pas été constants sur 80 minutes, parce qu'à la fin, il y a quand même un relâchement qui... Oui. Si le match dure quelques minutes de plus, je pense qu'ils perdent le bonus. Donc attention quand même à ça. Mais non, ils font vraiment un bon match, profitant des nombreuses erreurs du Racing, certes, mais bon match, notamment derrière, parce que c'est vrai que le Racing, le Stade Français, s'était rassuré contre Clermont, surtout devant, en essayant un peu de retrouver ce qui avait fait leur force la saison dernière. Mais là, c'est vraiment derrière où les Dakuaka et même Brad Weber aussi, qui a fait, je pense, un de ses meilleurs matchs à Paris, qui ont vraiment amené cette équipe du Stade Français plus que les avants. On a vu un peu Romain Briat entreprenant, mais c'est vraiment surtout les arrières qui offrent cette victoire bonifiée au Stade Français. Ouais, c'est vrai que le Stade Français, 5 points dans le derby. On sait que ces dernières saisons, le derby, le Racing gagnait à Jean-Bouin et le Stade Français allait gagner sur le terrain synthétique du Racing. Depuis 2017, je crois, non? Ça, décembre 2017, ça faisait 8 victoires du Racing de rang à Jean-Bouin. Il y avait une victoire en barrage aussi à Jean-Bouin du Racing. Je sais pas, le match où Kremer prend un rouge c'est à 5e minute. 2023. Ouais, donc le Stade Français, ça leur réussissait pas trop les réceptions du Racing. Bon, cette fois, il n'y a pas eu match. On était tranquille à la mi-temps. Il n'y a pas eu match avec un Stade Français, moi, qui m'a agréablement surpris, même dans le jeu, en première mi-temps du moins. Ils n'ont pas hésité à faire circuler le ballon, quoi, quand même. On connaît le Stade Français et qui percute avec son jeu d'avant, et je trouve quand même qu'ils ont beaucoup tenté avec réussite. Et comme tu disais, avec les 3 quarts qu'on fait une grosse partie, quoi. Donc, non, bon match pour leur donner de la confiance. Ils remontent un petit peu. Ils remontent 10e. Je suis en train de regarder, ils sont 10e. Voilà. Bon, ils sont à égalité avec Perpignan qui est 11e. 1 point d'avance sur Lyon et 4 points d'avance sur Pau qui est 13e. C'est quand même pas mal. Ils sont à combien du top 6 ? Les top 6, ils sont à 8 points. Bon, ça va falloir quand même gagner des matchs, surtout que la semaine prochaine, tu te déplaces à Bayonne. Bon, il n'y a pas grand monde qui gagne à Bayonne. Après, c'est un bon test. Déjà, surtout à voir parce qu'on connaît le Stade Français aussi. La Champions Cup, bon, c'est pas leur objectif. Les 100%, ça l'était pas. On va voir cette année, mais bon, on peut se dire qu'il faut un peu tourner. Donc, Après, ils font le travail face à une équipe du Racing. Je regarde la composition, qui avait une bonne tronche en point de 40 quand même. Enfin, donc là, je trouve que là, en période de doublon, avec quelques petites absences à noter, voilà, même Farrell qui est pas là, tout ça, je trouve qu'ils avaient. Alors, toi, quand tu regardes la compo, tu te dis bon, ils peuvent en prendre 40, quoi. Et puis ils en ont pris 40. Voilà. Et il y avait 40-3. Oui. Et bon, les 3 essais du Racing, alors ils sont jolis. On va pas les dénigrer gratuitement, mais tu sens qu'il y a un peu de relâchement du Stade Français. Il y a eu une petite réaction qui est logique parce que le score était tellement fleuve que fallait éviter vraiment l'humiliation la plus totale. Mais bon, le Racing, c'est un match c'est surtout une petite qui est pas rassurant, mais il n'y a pas d'internationaux, puis tu reçois tout la semaine prochaine, quoi. Non, mais juste pour préciser sur la petite baisse de régime, tu sens quand même que le Stade Français n'est pas encore. Oui. C'est une baisse de régime d'un club qui n'est pas non plus en confiance cette saison et qui, du coup, repart vite dans ses travers dès qu'il y a un peu trop de confiance et tout, quoi. Voilà, ils ne sont pas encore complètement guéris, mais pour en revenir sur le Racing, on retrouve un peu le Racing qui m'avait manqué quand même, c'est-à-dire le Racing qui passe complètement au travers, quoi. Donc, comme un peu le début de saison, ils étaient un peu mieux, mais là les absences, tu sens que quand il n'y a pas les leaders comme Ficou, il leur manque le Garec. Bon, Tuissova, on en pense qu'on a vu au Racing, mais c'est toujours bien de l'avoir au centre du terrain.
Oui, il te manque Ficou, Le Garec, surtout Non, mais Le Garec. c'est là où tu sens que le Racing est porté par notamment ces deux joueurs. Oui. Alors on pense qu'on veut de Lial Ficou, mais quand il est pas là, tu vois quand même très très vite la différence. Et là, il n'y a pas de, notamment derrière, il n'y a pas vraiment de leader. Et devant, on connaît on connaît un petit peu leur. Mais surtout, leur manque. tu parles de derrière, c'est vrai que le Racing souvent on a inventé leur jeu, plus que leur paquet d'avant. Là, le jeu ce soir, c'était inexistant. Ah, oui. Il y a eu 0 jeu de la part du Racing là, ce soir. Bah, en fait, le match est de suite parti en cacahuète. Le Stade français a pris confiance et après, tu as bu la tasse. Quoi. Pendant 1 heure, tu bois la tasse. Ouais, tu vois, première mi-temps, pas. jusqu'à là, on va dire 33e et le deuxième essai de l'Estérien, le Stade français fait beaucoup de domination stérile. Donc là, tu peux les prendre, mais le Racing, sur les quelques ballons qu'ils ont eu, ils ont strictement rien fait. Il y a Arundel sur l'aile, ça fait 1 an, c'est un fantôme. Il a marqué un triplé contre Toulon pour sa première. Je crois qu'il met un bel essai à Bayonne, si je me souviens bien, là, le 31 décembre. Enfin, le 30 décembre. Et après, c'est fantôme. Il n'y a pas le mal de joueurs, quoi, tu vois. Non, mais même Gilbert, ouais, mais même Gilbert a été décevant. Il fait un très bon match à Pau. Et là, on s'est dit, c'est bon, c'est le retour. C'est peut-être le mec qui manquait au Racing sur ce début de saison. On retrouve peut-être le Gilbert qui nous a vraiment fait vibrer en début de saison dernière. Et là, ce soir, alors, il manquait son partenaire à la charnière de Garec, parce que le bail, ça a été une fois de plus compliqué. Quoi. La charnière parisienne a pris vraiment le dessus sur celle du Racing. Quoi. Oui. Et alors que le Carbonel nous a fait peur face au poteau en début de match. Oui, c'est vrai. Mais... On va pas se mentir. Alors, après, c'est quand même dans le jeu. Il y avait du vent. Apparemment, il y avait du vent à Paris, un vent latéral. Bon, ça a été compliqué face au poteau. Après, il a réussi à se remettre la tête à l'endroit. Bon, ça arrive. Ouais, puis offensivement, pardon, je trouve qu'il a quand même. Il a fait bien faire jouer, du mieux. notamment sur l'essai d'Etienne, il fait quand même la différence avec une belle redoublée. Et le Racing, du coup, se retrouve à 5 points de la 6e place occupée par Clermont. Il y a un petit trou. Et tu reçois Toulouse. Samedi prochain, alors à voir si Toulouse aura tous ses internationaux ou pas, mais déjà juste l'équipe, par exemple, si Toulouse met la même équipe que ce week-end contre Perpignan, ce sera pas facile à battre. Et tu peux te retrouver une nouvelle fois décroché au bout d'un moment. Le Racing fait un peu l'accordéon avec le top 6, c'est pas trop rassurant. Quoi. Surtout qu'il retrouve Créteil qui n'ont pas forcément réussi cette saison. Je sais pas si ça a réussi à quelqu'un le stade à Créteil. La Rochelle. Bah si, La Rochelle. Non, mais réussi à quelqu'un tout court en fait. Pas dans le jeu après. Déjà, pas dans le jeu. Oui, pas dans le jeu. Ça a rassuré sur 4 points. Voilà. 4 points, ça compte. Là, mais voilà, du coup, Racing Toulouse, en plus, ce sera le match à 14h30 la semaine prochaine pour la 11e journée. Donc, on suivra ça avec attention. Et je parlais de la 6e place. Très bonne transition puisque c'est Clermont. Et l'ovation de la rédac, c'est Clermont qui allait gagner à Lyon. Et on en parle tout de suite. Alors, je m'excuse de lancer des jingles parce que je fais bouger Théophile en régie. Donc, Théophile, si tu veux, tu changes que les bandeaux. Ouais, si tu veux, tu me fais signe. Oui, et on avance comme ça, ça changera pas grand chose. Qui se remet péniblement de son match gagné cet après-midi. Victoire de Théophile, encore. Oui, victoire. Ce dimanche après-midi, et précisons-le, c'est quoi, 26-15, 28-15 ? Oui. Ouais, quelque chose comme ça. Bon, après, le métronome du TRC. Voilà, le numéro 10 du Toulouse. Mais on sent un peu de fatigue quand même. On sent un peu de fatigue. Ça a beaucoup donné sur le terrain. J'ai l'impression qu'il s'entraîne tous les jours depuis qu'il est arrivé au middle. Il faudrait un peu quand même se relâcher. Et dans la rédaction, il continue à s'entraîner même. Il faisait un peu il tape des drops aussi. Prends conseil sur d'autres grands joueurs de rugby, 2-3 mois de vacances ou de pause et ça peut parfois faire du bien. Mais bon, c'est juste un conseil. En plus, il est tellement fort. Il a la même qualité un peu de... Je sais pas si vous voyez la transformation ratée de Carbonel. C'est un petit peu dans ce style-là, quoi, le style Théophile. Bon, Clermont, il a quand même lancé le jingle. Pardon à César ce qui appartient à César. Il a lancé le jingle. Et Clermont, messieurs, s'est imposé à Lyon. Alors Lyon, bon, 4 défaites de suite du coup, donc là c'est un peu, voilà, ça pique un peu du nez à Lyon depuis quelques semaines, mais Clermont, ça y est, à sa première victoire à l'extérieur, on sait qu'ils en parlaient beaucoup, Baptiste Jonot après le match a dit qu'il voulait arrêter de passer pour des peintres à l'extérieur. Au Michelin ça fonctionne bien, là à l'extérieur ça fait passer de suite un step à l'équipe qui s'installe dans le top 6, avant de recevoir Castres, tu peux vraiment t'installer durablement dans les places de qualifiables. Ouais, je suis content, moi. J'attendais cette victoire depuis longtemps de Clermont à l'extérieur. On passe beaucoup de temps dans les émissions et je répétais que j'attendais vraiment de voir enfin le vrai visage de Clermont sur un match loin du Michelin. Et là, ils l'ont enfin fait. Donc, ils se récompensent, ils se payent, hein, comme on dit. Et c'est vrai que pour le coup,
c'est là où tu peux vraiment voir si Clermont peut changer de dimension, quoi. Parce que gagner à domicile, être souverain à domicile, c'est une chose, mais quand tu veux vraiment passer à une étape supplémentaire, il faut aller faire un gros coup à l'extérieur, et là ils le font quand même. Ils profitent aussi de la faiblesse un peu du Loup actuel, mais il faut quand même aller s'imposer et tenir en seconde période, parce qu'il y a un moment dans le match où ils peuvent, je pense qu'il y a peut-être l'année dernière, ils l'auraient perdu ce match. Parce qu'il y a plein de fois où ils ont fait des belles premières mi-temps, mais ils s'effondraient. Même l'année dernière, je me souviens même à Oyonnax ou même à Castres, je sais plus, ou à Bayonne, c'était pareil. Et là, ils arrivent à tenir et à remporter cette victoire, quoi. Ouais, et du coup, voilà, Clermont est 6e et on va pouvoir construire sur cette victoire à l'extérieur. Certes, Lyon, c'est pas aujourd'hui la meilleure équipe top 14, mais il faut aller se le gagner, comme tu dis, Paul. Et du coup, ça y est. Voilà, il y a ce déclic, on va dire, à l'extérieur qu'il va falloir confirmer au Michelin et continuer après, même s'il y aura la petite parenthèse Coupe d'Europe. Clairement était du Red Bull à l'extérieur, comme le souhaitait Christophe Furios, et non du Doliprane, comme au Stade Français, comme l'avait déclaré Romain Briat. Mais surtout, au-delà, je trouve, de cette première victoire qui est symbolique, ce sont leurs premiers points à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est même pas sur les autres matchs, ils accrochaient un peu, c'est que chaque fois ils perdaient, et ils étaient quasiment pas dans le match. Mais c'est vrai que c'est vraiment symbolique pour eux, et comme tu dis, ça peut vraiment les relancer ce match à l'extérieur, parce que voilà, ils sont invaincus à domicile pour l'instant, donc tu sais que quand tu as en plus une victoire extérieure en bonus au classement, ça te permet d'être forcément dans le top 6, dans le top 14 qui est très serré. Mais voilà, là maintenant, il ne faut plus faire de faux pas à domicile, quoi. Après, ça valide aussi, tu vois, parce que le style de management de Christophe Furios, on le connaît, il parle beaucoup. Il dit vraiment ce qu'il pense tout le temps à longueur de conférences de presse. Et c'est un style de management où quand t'es jamais récompensé ou que ça stagne, ça peut vite, du coup, tu rentres vite dans le rang et là, enfin, du coup, les mots sont accompagnés par une performance sur le terrain à l'extérieur. Donc là, je pense vraiment que Clermont est en mesure de pas de changer de dimension, mais de vraiment rentrer dans... Redevenir vrai candidat au top 6 et à la phase finale. Ce qu'ils veulent depuis plusieurs vrai saisons. Prétendant, quoi. Et au-dessus des Racines, de Bayonne, de tout ça. Et derrière, un quatuor de tête qui, je pense, on le connaît, va rentrer dans la danse avec des équipes comme Castres. Oui, c'est ça. C'est clairement ce qui se passe. Quoi. Même si La Rochelle et Toulon n'ont que, entre guillemets, un point d'avance sur Castres et Clermont, tu sens qu'il y a un top 4 ou si ça fait le boulot avec les effectifs qu'il y a, à la longue, je pense que ça va se détacher petit à petit. Ce sera les 4 équipes qui actuellement, Toulouse, Bordeaux, La Rochelle, Toulon, seront dans les 4 premiers. Plutôt un 2+2 si on veut être... Oui, voilà. Un 2+2. Oui. Mais après, derrière, voilà, tu as Clermont qui peut clairement finir 5e de ce top 14. S'il continue comme ça, je pense que ça ne surprendra personne. Ouais, mais en tout cas, ça valide le travail fait en Auvergne aussi. Et c'est une bonne chose parce que tu sens quand même que Christophe Furios a prolongé, donc il faut bien aussi que ça soit accompagné d'actes, parce que sinon ils n'ont pas l'habitude depuis 15 ans les Clermontois de faire des saisons où ils passent un peu à côté, ils ne se qualifient pas, donc c'est une bonne chose s'ils continuent comme ça. Et du coup je disais Clermont-Castres semaine prochaine, le 5e contre le 6e. Donc match qui serait intéressant à voir parce que il faudra le gagner avant la Coupe d'Europe et clairement si je ne me trompe pas il y a un Champions Cup même si c'était pas qualifié, c'est dans le top 8. Donc il va y avoir des gros matchs à jouer les Clermontois. Je sais pas, je vais regarder. Oui, est-ce qu'ils ont cette période, on va dire Coupe d'Europe là, cette période d'hiver fin 2024 début 2025 va un peu être charnière pour eux parce qu'on va voir s'ils ont vraiment un effectif large parce que Champions Cup, alors j'avoue que je me souviens plus leur poule, je me suis pas encore penché. Alors ils ont ça. parce que première journée. T'es fort, j'ai une question, tu réponds à tout. Voilà, première journée, ils reçoivent Trévise. Et en fait, ils sont dans la poule de La Rochelle. Bon, du coup, ils ne joueront pas La Rochelle. Ah, on a eu du... Alors, on a Antoine Dupont et Fabien Galtier qui vont arriver pour débriefer Lyon-Clermont. Je crois que l'origine Théophile, il se refait le match, en fait. Alors... il se remet les meilleurs moments. Donc, ils reçoivent Trévise, première journée. Et ils vont au Leinster. Ah oui. Déjà pas cadeau le déplacement au Leinster. Après j'ai envie de dire ça l'impasse. Oui, tu fais tourner, t'envoies les espoirs. Ah ça on verra mais en fait je sais pas si Clermont a cette Clermont a toujours été un club qui l'a joué à fond. Même s'ils n'ont pas les moyens on va dire humains avec un effectif qui est peut-être pas aussi imposant que les autres.
J'ai pas souvenir de Clermont qui balance des matchs. On est plus en 2015 là. Oui, non, mais d'accord. On a gagné au Leinster. Oui, après on peut reprocher pas mal de choses à Christophe Furios, mais l'année dernière, en tout cas, il avait joué la Coupe d'Europe à fond. Et dans les gros matchs, Clermont avait répondu présent. Rappelez-vous leur élimination, ils font quand même un énorme match qu'ils doivent gagner tous les jours. Et au final, voilà, ils ne sont pas passés à côté comme d'autres équipes du top 14 qui font vraiment l'impasse. J'en citerai qu'un, le Castres Olympique par exemple. Non, ouais. Il y a le Stade Français, il y en a d'autres. On n'a pas eu le Stade Français. C'est la prochaine affiche, Clermont-Castres. Voilà. Oui, on peut imaginer que la meilleure équipe possible sera alignée du côté des Tarnais. Pas sûr que contre. Voilà. D'ailleurs, je vais regarder Castres. Ouais. Castres, je sais qu'ils reçoivent le Munster à la deuxième journée, le 13. Attention. Ah oui, je vois, je crois que j'ai souvenir. Déplacement à Northampton. Champion d'Angleterre. Donc en fait, tu mettras ta meilleure équipe la semaine prochaine. À la décharge, le fait que Castres fasse des tournois en Coupe d'Europe, ça a permis de lancer Antoine Dupont. Eh oui, non mais ça personne ne le souligne, mais bon après c'est comme vous voulez. Castres Munster, deuxième journée, bon ben voilà. Donc les Castrés qui joueront les Bulls et les Saracens. Pour du Stade français. Antoine Dupont qui était d'ailleurs remplaçant une période en équipe de France. Je ne sais plus qui était préféré, je crois que c'est Jacques Brunel qui lui préférait un autre demi de mêlée. Le flair. le nez creux. Alors on va passer à des choses un peu moins drôles. Les choses un peu moins drôles, c'est pour la section paloise qui a été corrigée. Tu vois, là t'es nul. Parce que là, tu vois, on parle d'Antoine Dupont, t'aurais pu. Il a été élu meilleur joueur du monde à 7. Qu'est-ce qu'il y a, Théophile? Pourquoi? Pour le jingle. Il attend pour le jingle, Théophile. Il est fou. Moi, le jingle, si tu veux, aller. Il attendait pour le jingle, maintenant là il est parti. Alors, ici qui est en grand danger, mais c'est vrai que Antoine Dupont a été élu meilleur joueur du monde à 7 ce dimanche. À Monaco, et il a été aussi bien évidemment, quand tu es le meilleur joueur du monde, tu es dans la Dream Team de l'année. Les 7 joueurs, il y avait aussi Aaron Grandidier-Nkanang, le français, champion olympique, champion du monde on le rappelle, et Jérôme Daré, l'ancien du coup sélectionneur du 7 de France, qui a été élu entraîneur de l'année, et lui c'est 7 et 15 confondus. Voilà. Est-ce que tu peux nous citer le plus bel essai de l'année? Oui, Nolan Le Garec, les deux chez les hommes, et Marine Ménager chez les femmes. Oui, non mais après, soyons honnêtes. Tu peux nous décrire oui, l'essai de Marine Ménager. Alors écoutez, je suis très honnête, je pensais que c'était une blague. Je suis très honnête. Je n'ai rien contre... Voilà, je veux pas que ça fasse encore critique du rugby féminin parce que ça n'a rien à voir. Je pense que si on met l'essai, par exemple, si Lester Etienne ce soir marque cet essai, là, il n'est pas élu dans les possibles plus beaux essais du top 14 cette saison. Non mais voilà. Le chat, il faut qu'ils aillent voir parce qu'en plus pour le coup on avait fait un papier, on avait mis tous les essais. Oui, on a vu tous les essais. Il y a des essais féminins qui sont magnifiques. Oui. Et c'est vrai qu'on les a regardés. Et notamment de l'équipe de France, il y en a eu des beaucoup plus beaux. Et là, c'est vrai. En fait, je sais pas s'ils ont voulu mettre en valeur le côté initiative du 50-22, nouvelle règle où tu en profites parfaitement, tu joues vite et tu vas marquer. Je sais pas ce qu'ils ont voulu. En fait, c'est les gens qui ont voté. Donc après, c'est. Qui se dénonce. Le peuple français. C'est voilà. Dénoncez-vous, les gens. Pour le coup, je sais pas si c'est très. Alors, j'ai rien contre le rugby, mais si c'est très intelligent, entre guillemets, de faire voter parce que tu n'as pas d'objectivité sur les sélections nationales. Enfin, en fait, là, tu opposes les pays parce qu'un supporter français va voter pour les Français. Je pense possiblement que les Français sont plus mobilisés que les autres pays. La preuve, les Français gagnaient 2 essais. Donc oui, voilà. Et du coup, oui, mais même, je pense que si l'essai de Le Garec, tu as un essai magnifique de la Nouvelle-Zélande ou de l'Australie, si un Français va souvent voter pour Le Garec. Non, mais là où tu peux en vouloir à World Rugby, c'est d'avoir sélectionné cet essai-là de la France. Il y en avait peut-être d'autres. Oui, il y en avait peut-être d'autres. Qui étaient plus beaux. Quoi. Non, ça c'est sûr. Pour le coup, on a été surpris. Bon, tant mieux pour la France. Écoutez, Marie Ménager, Nolan Le Garec, plus beaux essais de l'année. Allez les voir sur Rugbyrama si vous voulez. Et n'hésitez pas à donner votre avis. C'est vrai que ça a été un peu surprenant pour Marie Ménager. Mais bon. Du coup, la section paloise. La section paloise, ils auraient aimé marquer des essais. Ouais, c'est ça que je veux dire. On ne peut pas les nominer. Ils ne marquent pas d'essais. Oui, là, à Montpellier, c'était compliqué. Donc, grosse défaite, 30-3. Montpellier qui prend le bonus offensif à la 85e parce que, chose folle quand même, que Sébastien Picoroni a eu du mal à digérer, on va pas se mentir. Les Palois, 2 essais à 0, donc tu ne peux plus rien espérer, ont joué après la sirène. Et du coup, problème, ballon perdu, essai de Montpellier, t'offres 1 point de plus à un concurrent direct quand même pour la 13e place. Ouais. Du coup, ça pique.
Oui, mais d'accord, mais à un moment donné, on a tous joué au rugby aussi. Quand on prend une branlée, on a envie de sauver l'honneur, quoi. Ouais, 23-3, c'est pas non plus. Ouais, t'en prends 23. Non, mais t'as pas existé. Non, mais t'as pas existé tout le match. T'as envie de finir sur une action un peu positive. Alors, ok, oui, dans les calculs, c'est pas idéal, mais. Franchement, si ça finit 23-10, tu mets un essai de fou, je pense que tout le monde oublie ton essai. Alors que là, tout le monde parle qu'ils ont pris 5 points, et même Piccheroni. Je pense que si Sébastien Piccheroni arrive en conf, il a perdu 23-8 ou 23-10 au lieu de 23-3 parce qu'ils ont marqué la dernière action. Je pense qu'il retient même pas son essai. Non, mais alors, je comprends, hein, mais je suis supporter palois. Il y a 23-3. Je prends le ballon, je vois mon demi d'ouverture qui tape en touche, je te jure, je pète un câble. Mais pourquoi Parce que t'es nul tout le match. T'es nul tout le match. Et tes supporters palois en touche, tu vas à la douche. Et tes supporters palois, tu casses pas ta télé quand tu vois Montpellier mettre le 3e essai alors que t'avais rien à espérer. Non, mais je suis d'accord, mais je sais pas. Toi, tu veux. Non, moi, je veux juste que quand tu ne peux pas faire, n'essaie pas de faire. Enfin là, tu n'avais rien à jouer. Rien à jouer à part parce que ça leur pendait au nez. Ça te pend au nez quand tu fais ça. Tu permets aux autres d'y croire encore. Toi, en plus, tu as le côté un peu, tu perds le ballon. Donc, tu as un peu le côté appréhension. Tu te dis, wow, on a fait une connerie. Si on prend l'essai, c'est catastrophique. Mais du coup, tu provoques les erreurs et tu gonfles les autres. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Montpellier, ils ont marqué. Alors, il a fallu plusieurs opportunités. Ça arrive à la 85e. Mais du coup, pour 4 défaites de suite, tu te retrouves 13e après 10 journées. Tu as des blessés. Là, j'ai vu cette semaine. Ils ont 6 joueurs. Non, mais ils ont 6 joueurs qui sont sortis de l'infirmerie. J'ai vu. T'en as 5 qui sont rentrés. Mais 5, ça fait 3 semaines qu'il n'y avait pas match. Il y a 5 joueurs qui sont rentrés à l'infirmerie en n'ayant pas joué depuis 3 semaines. T'es là, tu te dis, mais c'est pas possible. Capelli croisé, il revient croisé. Mais celui qui fait la pub là, de Canal, il peut pas revenir un peu pour les aider? Pourquoi? Non mais le lancement. Oh. Salut les petits là. Je sais pas où il veut aller. Mais non, c'est dur cette émission. Je sais pas. Je vous donne un indice. Whitelock. Pardon. Vous l'aviez pas, tu l'avais pas. Mais t'aurais dû dire la pub kick-off rugby, là, sur Corpo, on peut. Oui, mais non, parce que je vais pas assassiner l'émission kick-off rugby. Le mec, à chaque émission de kick-off rugby, il envoie 45 fois, il parle de Canal, là, parle de ton média. C'est vrai, c'est pas faux ça. Et là, j'étais pas du tout, mais ok. non plus. Voilà. En tout cas, tu m'as bien accompagné. Tu t'as rigolé alors que tu l'avais pas. Je pensais que tu l'avais. Non, je l'avais pas. Mais tu vois, je me suis dit, je me suis dit, soit Corpo un peu. Je fais genre, ouais, c'est des petites refs et tout. Non, en fait, j'ai pas pu le cacher longtemps. Bon, en tout cas, est-ce qu'on a quelque chose à dire sur Pau ou on passe à autre chose? Non, mais on a tout dit. Enfin, c'est vrai que les blessés, t'as fait un peu l'état des lieux. Les blessés. Ouais, mais ce qui m'inquiète, c'est que, bon, c'est une phrase bateau, mais ce que te disent tous, c'est qu'au bout d'un moment, le retard, tu vois, Pau n'a pas énormément de marge non plus les saisons précédentes sur la zone un peu dangereuse, quoi, la 13e place. Donc si tu prends tes points de retard maintenant, je pense que même quand tu auras Gaëton, Atisogbe, Gorgadze, tout ça qui sont pas là actuellement, enfin Gaëton n'est pas blessé mais il n'était pas là ce week-end, même avec ces mecs-là, tu n'iras pas gagner, je pense, 5 matchs à l'extérieur. Après, méfiez-vous, l'année dernière, ils avaient fait un début de saison, un premier bloc énorme, et on était là en train de dire Pau va vraiment prétendre à la qualif et tout, et au final, ils ont fini, ils ont vraiment fini en difficulté. S'il faut cette même deuxième partie de saison que la dernière, qu'est-ce qui va se passer? Là, oui, par contre, oui. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que Pau, je pense pas que sur 13 ou 14 matchs, ils vont prendre 10 points à des équipes comme Perpignan, Montpellier, tout ça. Je pense qu'ils vont être kiff-kiff à gagner à domicile, à peut-être faire un coup à l'extérieur, mais à domicile, je pense qu'ils en perdront. Parce que après, dès que tu passes en seconde partie de saison, que tu as les gros qui doivent assurer parce qu'ils sont à la guerre au top 6, et là, rappelle-toi, l'année dernière, j'ai souvenir, La Rochelle, tout ça, ils vont à Pau. Au bout d'un moment, les mecs, ils mettent de la grosse équipe, ils repartent avec les 4 points de Pau. Tu vois, et c'est ça qui me fait peur, c'est qu'après, si tu deviens l'équipe à battre parce que tu sais que tu es fragile, enfin, les autres savent que tu es fragile, c'est très compliqué de renverser la tendance, comme il est arrivé à Montpellier l'année dernière, où tout le monde mettait la grosse équipe à Montpellier parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient gagner, et du coup, ils gagnaient. Et là, Pau, tu as l'impression... Là, ce week-end, il y a Pau-Lyon. 4 défaites de suite, les deux. Donc, malheureux vaincu, comme on dit. Ah oui, malheureux vaincu, ça c'est bien dit, ça. Peut-être que Whitelock va revenir pour ce match. Ce serait énorme. S'il fait la pub. Déjà, il faudrait que Luc Whitelock sorte de l'infirmerie un jour. Luc Whitelock. Non, mais si on fait la liste des joueurs qui leur manquent, franchement, c'est compliqué. Mais bon, à la fin de la saison, si t'es en galère, tu pourras pas dire oui, mais j'avais des blessés. On va te dire oui, mais bon. Après, en tout cas, voilà, c'est sûr qu'il y en a qui avaient une carte à jouer en l'absence de tous ces mecs-là. Là, ils ont pas marqué beaucoup de points. Là, je pense qu'ils vont vite. C'est vrai que le Pau attend vraiment ses leaders et ses joueurs qui leur manquent vraiment avec envie, plus qu'avec envie. Là, t'as perdu Atisogbe 6 semaines. Ouais. Bon, il va pas revenir demain. Après, heureusement pour Pau, t'as la Challenge Cup. Bon,
Oui, bon, voilà déjà. Vu comme le saison top 14 part, je pense qu'ils vont pas mettre Gaëtan, il verra pas le logo Challenge Cup, je pense, cette année. Mais donc du coup, tu gagnes 3 semaines, on va dire, de convalescence. Mais bon, non, mais c'est vrai que tout le monde a parlé de Perpignan, notamment on avait parlé de Perpignan avec les absences de joueurs majeurs de l'équipe, mais au final c'est plus Pau qui souffre de ça quoi, hein, dans ce championnat. C'est l'équipe qui souffre le plus des absents. Hein. Donc ouais, ils vont, enfin là vraiment c'est objectif. Je pense que là ça va être mission commando cette semaine pour Pau Lyon. Parce que vraiment, s'ils perdent à domicile, là, c'est plus la crise. Et surtout que si tu perds à domicile, après tu t'envoies dans le Challenge Cup où tu veux pas la jouer, du coup, tu as 3 semaines où tu attends juste le top 14 pour essayer de relever la tête. Voilà, c'est les jours d'entraînement là, avant les déplacements contre des équipes où tu dois jouer à Amsterdam, les Cheetahs, parce qu'ils peuvent pas accueillir et tout. Voilà, là, il faut y aller à l'entraînement le matin. Surtout qu'ils sont dans le mauvais tempo parce que généralement ces clubs-là qui jouent la challenge, bon là ils mettent leur grosse équipe et après en challenge ils font un peu tourner, ils donnent la chance aux jeunes. Et ils la donnent déjà là. Là ils la donnent déjà là, donc en plus je pense que Piccheroni il a pas forcément envie, je pense, de refaire jouer les mecs qui passent à côté depuis 2-3 semaines déjà. Il va être obligé sans doute de les refaire jouer en challenge. Bon c'est vrai que là c'est un peu la soupe à la grimace. Hein. Et très beau jeu de mots quand même dans le chat, je suis obligé de le souligner, de Gaba SM qui dit ne pas vendre la peau de loup avant de l'avoir tué. La peau du loup. Avant le Pau Lyon. Bah justement, en plus, tout expliquer avec cette émission. Je vois qu'on est fatigué. Le Loup va récupérer Léo Berdeux. Pour moi, il y a une vraie dépendance Léo Berdeux à Lyon. On a Théophile, il rigole parce que franchement, l'émission. Et là, tu vois, je trouve que Paul est pas corpo. C'est même pas un petit sourire sur la peau du loup. Non, parce que non, mais il me regarde, bon, ok. Non, mais ok, bon, ok. Non, mais pour notre ami, ça aurait été énorme. On te retouche des tronches. Il s'est donné sur le jeu de mots et là, on est là. Tu vas récupérer Berdeux. Et Lyon, qui est aussi une équipe qui. Mais pas souvent l'équipe type en compétition européenne. Tu peux imaginer que Lyon va venir vraiment avec la meilleure équipe possible. Donc tu récupères Berdeux, tu vas récupérer Nignashvili, Guillard. Voilà. Il y a un Géorgien, pas Jean Garadze, comment il s'appelle l'autre Géorgien, Saginadze qui va revenir aussi. Ils vont récupérer du monde, Lyon. Donc tu vois, tu peux avoir des petits motifs d'espoir. Bon, on verra samedi prochain, en tout cas, pour Lyon. Ils sont comment Pau à domicile cette saison? Ils ont perdu contre Toulouse. Ils ont battu Bayonne. Ils ont battu Castres, Bayonne. Je crois qu'ils ont Paris. Le Racing qui va gagner là-bas. Ah oui, le Racing. Le Racing, ça commence un peu Ils ont gagné Stade Français, Castres, Pau, Bayonne, et ils ont perdu contre Toulouse et le Racing. Ah, oui. C'est surtout celle contre le Racing parce que contre Toulouse, mais celle contre le Racing, on l'attendait pas celle-ci. Je trouve quand même. C'est un Racing qui était quand même un peu moyen cette saison. Le Racing qui avait déjà pas Ficou et le gars. Mais ils avaient. Je sais pas, Lancaster s'est dit tiens, si je testais Tusova au centre sur ce match. Bon bah voilà, bizarrement c'était une bonne idée. Oui. Non mais oui, donc la défaite contre le Racing fait très mal, parce que après la défaite contre Toulouse, tu peux pas trop, tu te dis ça peut être logique. En plus Toulouse, il y avait Dupont, il y avait quand même la grosse équipe. Contre le Racing, tu vas te la traîner longtemps, je pense. Il va falloir faire un coup à l'extérieur parce que sinon. Attention au loup qui sort de la bergerie. On va voir. Je préférais le jeu de mots de la BSM. Bon, on va passer à la grande mêlée, le MVP de la journée. Vous savez qui c'est? Oui, vous savez qui c'est? Drian. Oui, parce que je l'avais dans mon équipe. Non, Ntamak. Oui, Théo Ntamak. Donc MVP, allez, Théophile, fais ton boulot, le jingle. Drian est Oscar de la semaine, j'ai confondu. Oui. Drian et Oscar la semaine triplé quand même contre Bayonne, donc c'est un peu mérité. Bon, mais en plus on attendait surtout Romain Ntamak ce week-end qui a fait son retour en top 14 sur les terrains, tout comme Mathieu Jalibert. Bon, les deux n'ont pas eu la même chance, on va dire, parce que Mathieu Jalibert c'est plus de la malchance sur sa blessure. Théo Ntamak 88 points, la grande mêlée 88,4 pour être précis, 17 courses, 6 défenseurs battus, 6 plaquages, un seul de manqué, un franchissement. Bon, Jack Willis a 20 courses aussi, pour info. Donc Jack Willis, il n'est pas mauvais non plus. Mais Théo Ntamak, voilà, juste rapidement, qui est un peu le joueur qui profite toujours des doublons. Alors, c'est vrai parce qu'il y a tellement de monde entre Zémine à Toulouse qui est absent. Mais c'est un peu comme les Guillaume Cramont, tout ça. C'est qu'ils sont toujours bons pendant les doublons. Mais après, quand tout le monde revient, c'est logique qu'ils soient soit sur le banc, soit en groupe. Mais pour le coup, il a réussi encore à marquer des points et à prouver qu'il a du talent. Bah oui, mais contrairement peut-être à d'autres jeunes du Stade Toulousain, il a eu aussi de la malchance. Tu parlais de malchance, mais il a eu quelques blessures qui ne l'ont pas permis d'enchaîner et du coup de s'installer peut-être encore un peu plus dans la hiérarchie. Mais c'est vrai qu'après, c'est quand même un joueur
Et qui, moi, fait partie c'est un peu de ces troisième lignes modernes là, que j'aime beaucoup et voilà, il va très vite aussi, il casse des plaquages, il fait tout bien quoi, donc il est très complet. Et là dans un match, t'étais au stade, mais dans un match où il y avait quand même un peu d'espace, il s'est régalé. Surtout en deuxième mi-temps, en plus il est sorti, mais je crois qu'il est re-rentré pour remplacer notre joueur qui a dû sortir un peu sur blessure ou sur commotion. Mais oui, en fait c'est typiquement le genre de la grande mêlée, c'est qu'il touche beaucoup de ballons. Alors il ne fait pas toujours des différences, mais tu sais qu'au bout d'un moment ça va passer. Et en plus il est vraiment rapide pour un troisième ligne. Enfin, c'est un vrai 8, mais depuis tout jeune, il est annoncé comme un crack, il a fait les équipes de France jeunes. Et du coup, contre Perpignan, ça surprend plus grand monde en fait, les matchs qu'il fait. C'est juste que je pense que ça doit être un peu frustrant pour lui parce que tu sais que quand t'as pas Rouma, t'as pas Cross, t'as Jelon qui joue deuxième ligne parce que t'as personne en deuxième ligne. Il y a trop de monde à Toulouse en troisième ligne. Mais bon, lui, il répond toujours présent. Et voilà, je pense que pour la confiance, déjà, c'est bien pour lui. C'est vrai que maintenant, on a envie de le voir faire. On a envie de le voir face à des grosses équipes, voir s'il arrive à reproduire ce genre de performance, est-ce qu'il serait aussi incisif dans ses courses, est-ce qu'il arriverait autant à en franchir, parce que c'est vrai que, comme tu le dis, souvent sur les matchs de doublon, il répond quoi qu'il arrive. Il s'amuse, il est en raid dans la régie, là, et du coup il m'a totalement coupé. Mais en plus, oui, au-delà du fait que ce soit un joueur LGM, hier c'était totalement un match LGM pour lui aussi, parce qu'en face, c'était un match qui ne peut que réussir au Toulousain. C'est une équipe Perpignan qui, déjà en plus en ce moment, est vraiment diminuée. En plus, Perpignan est une équipe qui ne ferme pas le jeu. Donc c'est-à-dire que dès que Toulouse a des bancs de récupération, derrière il y a des boulevards qui se créent énormes. Et c'est vrai que pour un joueur qui porte beaucoup de ballons comme Théo Ntamak, c'est idéal, tu fais des points. Et évidemment aussi pour l'équipe de Toulouse, parce que quand tu aimes jouer et que tu es aussi fort en contre-attaque, là tu te régales. Bien sûr, j'ai oublié, il a marqué aussi. Il a marqué à la fin en force. Je crois que ça rajoute quelques points, ça. Ouais, ça rajoute quelques points. J'avais oublié l'essai, mais c'est vrai que l'essai était un peu en force. C'est pas trop son style de jeu, mais ouais, en force qu'il a marqué à la fin. Donc voilà, Théo Ntamak, MVP la grande mêlée. Après, il y a eu des gros scores avec Dréan, j'ai vu. J'ai regardé, Dréan, il a fait 79. C'est pas mal aussi. Il est pas trop loin, ouais. 79. Cyril Cazot, pour une deuxième ligne, il a fait doublé forcément. Il fait 60 et quelques. Je pense qu'il doit être top 5. 66. Tout pile. Tout pile 66. Oui, il y a eu des grosses perfs. Les Parisiens vont pas être mal. Dakwaka, il doit être pas mal. Oui, je pense. Il y a des mecs gagnants. Parisiens, déjà, rien que le ballon qu'il ramasse sur l'essai, il fait quasiment 80 mètres au ballon en main. Dakwaka, il est à 54. Et Etienne à 54-6. Alors il a mis un doublé. Etienne joue 30 minutes. Il a joué tout le match. Jérémy Ward, 35 points. 49 points, Briat. C'est pas trop mal quand même. Un bon match, Briat. Briat fait un bon match, ouais. Donc voilà. Messieurs, on va passer rapidement au 15 de la semaine. Ça va pouvoir parler, on a parlé de Cazot, on va pouvoir parler de Van Bordeaux un peu, qui était un peu le match du week-end quand même. Ouais, oui. Le match du week-end et une des matchs de la saison, je pense. On va s'en rappeler longtemps. Ouais. On en parle tout de suite. Non mais il y a Théophile qui me dit les lives la grande mêlée qui vont être de retour. Voilà, qui vont être de retour, petit problème technique qui est réglé, je sais qu'on nous l'a beaucoup demandé. Mais voilà, vous aurez les lives la grande mêlée samedi 11h qui seront de retour la semaine prochaine, normalement. En tout cas, on l'espère, on a tout fait pour. Messieurs, alors j'en ai noté quelques-uns, Mathias Haddad, Gaël Drian, Swinton, l'Australien de l'UBB. On va s'arrêter surtout sur Van UBB parce que c'était le match, un des matchs de l'année, 29-0 à la 35e pour Van, 37-29 score final pour Bordeaux, 29-7 à la mi-temps. Paul, tu as regardé le match avec concentration hier soir à la rédaction. J'ai fait les notes avec mon ami Yanis Diou. D'abord parce que ce match, ça a été un des matchs de la saison. D'abord pour le RC Van, on a l'impression qu'au final, certes, la réception de l'UBB était un événement parce que c'est une des meilleures équipes top 14, un prétendant au titre. Le scénario est parfait pendant 35 minutes. Mais au final, tu as l'impression que c'est plus qu'une défaite pour Van parce que tu prends 0 points. Au final, il n'y a rien de honteux à prendre 0 points contre l'UBB quand tu es le promu. Mais avec ce scénario, ça fait mal à la tête et tu as l'impression que cette défaite va faire très mal au Vantais. Ah oui, je pense qu'au final, ça aurait été mieux pour eux qu'ils prennent une valise, parce qu'ils sont tellement supérieurs pendant une mi-temps. Ouais. Ils font tout bien, tout juste. On se dit... moi, j'ai été impressionné par leur première mi-temps parce que, je l'ai répété, je ne les avais pas encore vus à ce niveau-là, notamment à domicile. Je l'ai trouvé trop brouillon à domicile dans le jeu. Là, ils ont mis le feu vraiment à la rabine. Ils ont fait exploser les Bordelais.
Et après, ils ont réussi quand même pendant presque 40 minutes à maintenir cette pression, à pas faire d'erreur, à rester juste. Et après 40 minutes, il n'y a plus rien, quoi. Vraiment, tout le monde s'est éteint. Alors l'UBB s'est réveillé, mais il y a eu des erreurs, il y a eu des grosses erreurs de Vannes. Des erreurs, il y a eu un manque de leader, vraiment. Parce que quand tu commences à reprendre l'eau comme ça et tu sens que le match s'inverse, c'est là où tu as besoin d'avoir des cadres, des leaders qui rassurent tout le monde, qui disent là on va fermer un petit peu le jeu pendant 5-10 minutes. En face, c'est une grosse équipe, donc ils reprennent vite confiance quand même. Non, ils ont continué à faire des fautes. Et au final, ils perdent même le bonus parce que Maxime Lafage rate deux jeux au pied quand même assez important. Au final, c'est terrible pour ce club qui a vraiment fait tout pour faire le résultat parfait, quoi. Donc là, je pense qu'ils prennent un coup dans le... Et au final, tu te retrouves 14e. Bon, ça, il était avant la 10e journée, mais 4 points de retard sur le 13e. Tu sens que il y a un déplacement à La Rochelle. Si je ne me trompe pas la semaine prochaine. Alors bon, c'est le déplacement le plus court pour Vannes de la saison. Mais ouais, tu te dis, cette défaite, tu vas la traîner longtemps parce que tu avais les images dans le public, dans les tribunes de la Rabine, même les joueurs, même Spitzer, qui pourtant laissent rien paraître d'habitude. Là, tu voyais que quand Lafage loupe la pénalité à 3 minutes de la fin, il se demandait presque comment c'était possible, quoi. Que c'était du rêve au cauchemar. Mais là, c'était vraiment de prendre 0 points dans ce match à la demi-heure. Tu le disais, on te prenait pour un fou. Si tu disais que Bordeaux allait gagner et que Vannes allait prendre 0 points, on te prenait pour un fou. Non, c'est vrai que c'est une expression qu'on entend souvent, à tort ou à travers, la fameuse importance de marquer avant la mi-temps. Je pense que c'est un essai avant la mi-temps le plus important de la saison en top 14 parce que j'ai l'impression que c'est un peu anodin, cet essai, ballon porté, il marque sans trop de distance. T'as les 10 minutes à cheval sur les deux mi-temps, parce que même le retour deuxième mi-temps, il est mortel pour Vannes. Justement, je me dis, prennent 2 essais. Parce que quand ils mettent 29-0, je me dis à un moment, Bordeaux va quand même se réveiller. Et je voyais quand même Vannes gagner. Parce que Vannes, il était vraiment supérieur, comme disait Paul, c'était magnifique à avoir joué. On se régalait. Moi, je suis un fan de Rassi, qui va me dire, j'aime pas Rassi. Mais Rassi, après, il fait un match. Fait une première mi-temps exceptionnelle. Puis même en deuxième période, pour le coup, je trouve que c'était le seul qui a... le frisson venait que de lui. Tu sentais, et même tous les supporters, même tout le monde, toute l'équipe, t'as l'impression que bon allez, on te donne le ballon et on espère que tu vas battre 6 défenseurs. En gros, et tu vas aller entre les poteaux. Tu vois, il y avait plus grand chose. Lui, quand même, est resté, même s'il a eu moins de ballons, mais il est quand même resté à son niveau, je trouve. C'est vrai que comment expliquer cette baisse là, comme ça, d'un coup. Tu vois, il y a eu la frustration, qui est pas logique, j'ai pas envie de dire ça, parce que pour moi, il n'y a rien de choquant dans les décisions arbitrales, mais tu as la frustration de l'arbitrage, parce que tu finis à 13, tu as essayé de pénalité sur la même action, tout se retourne contre toi. Sur la période à 13, il résiste bien. Alors, là, il résiste bien ou l'UBB joue très mal. Il y a deux choses, parce que l'UBB, sur la période à 13 contre 15, Carbery, ils ne savaient pas quoi faire, s'il fallait jouer, s'il fallait occuper. Au final, ils n'ont rien fait. Ils ont fait les en avant. Ils marquent sur la dernière action à 13, qui leur permet de repasser devant avec l'essai de Cazot, mais au final il galvanise un peu cette bonne période à 13. Oui, il a jamais du tout. Parce qu'en plus ils sont pas payés pour le coup, et je pense que c'est pour ça que Spitzer pète un peu les plombs. C'est que après en conférence, alors son analyse de la théorie du complot, moi je trouve que c'est catastrophique de dire ça. Mais après par contre je comprends que t'es à 13, tu y a un ballon porté, on en parlait, etc. Il y a quand même, il semblerait, c'est vrai que le ballon porté s'écroule comme ça. Bon, tu te dis souvent, il y a une pénalité, un bras tendu et tout. Là, au final, ils sont pas payés sur cette action. Là, en plus que c'est déjà compliqué, là, je pense qu'ils sont morts. Là. Mais il y a eu de la ils sont morts parce que Bordeaux se dégage, après ils remarquent et tout. Donc ils ont craqué mentalement. Ça peut se comprendre, mais contre une équipe comme l'UBB, même s'il manque beaucoup de joueurs, tu le payes, quoi. Et je pense qu'à la fin, même l'arbitre, à la fin, il faisait des énormes fautes. Tu vois, une fois, le ballon porté, une fois qu'ils étaient même de retour à 15, mais qu'ils se sont fait décrocher parce que tu as laissé de Cazot, plus la pénalité à 50 mètres, que met Matteo Garcia, il met pas la transfo, mais il met la pénalité à 50 mètres, donc ils se mettent à l'abri d'un essai. Oui, mais je vais encore faire une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais ça me fait penser un peu des fois à des joueurs de tennis. Tu mènes 2-7-0, l'autre il revient à 2-7 partout. Et bien le 5e, 6-0. Et tu te dis, et t'as la peur, tu te dis, mais comment c'est possible que je menais 2-7-0 et tout. Le mental, je peux pas perdre ce match. Et je pense que les Vannetais, ils se sont dit ça en deuxième période. Ils ont vu le match leur échapper. Ils se sont dit, mais c'est pas possible après avoir mené 29-0.
on peut pas perdre ce match. Et c'est là où tu commences à surjouer, à faire des fautes complètement idiotes. À vouloir vite gratter le ballon dans les règles, mais du coup tu te mets à la faute. Et après derrière, t'es frustré parce que t'as l'impression que l'arbitre il est que contre toi, etc. Et au final, t'es plus juste dans tout ce que tu fais et tu disjonctes, quoi. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé pour eux. Alors j'ai une explication pour tout ça. J'en ai expliqué un peu après le match. C'est le banc. Le problème, c'est que le banc, tu as beaucoup trop de joueurs qui ont quasiment jamais joué de leur carrière en pro, comme Timothée Mézou, qui en plus, c'est pas un jeune, je crois que Timothée Mézou, il a 23-24 ans. Simon Bourgeois, je crois qu'il a 24-25 ans, je crois qu'au moment, ils en voulaient plus, il avait envoyé un prêt à Rouen, il était revenu. Enfin, le problème, c'est que ces joueurs-là ont très peu joué en Pro D2, très peu en top 14. Quand tu te retrouves face à un banc en plus de l'UBB qui est plutôt qui est solide, là, forcément, tu vois l'écart de niveau qui est abyssal, quoi. Enfin, le banc, alors j'ai pas regardé l'infirmerie de Vannes, ils avaient beaucoup de mecs, pas beaucoup de mecs. Je sais qu'il y a des mecs, c'est des choses sportives. Araté qui passe sur le match, Tacola qui joue à sa place, Vili qui rentre sur le banc. Il me dit Vili, il a un peu d'expérience, mais c'est vrai que tous les autres, le problème c'est que le banc n'est pas forcément au niveau. Et je pense il y avait déjà un peu cette baisse de régime mental et peut-être physique aussi. Il jouait moins de jeux, il y avait moins de jeux et je pense que ça a aidé, ça a pas aidé en fait ce banc qui te porte pas. Des fois, tu as des mecs qui peuvent arriver, des vrais impact players qui te relancent un peu, qui mettent de l'envie, qui arrivent à amener les autres avec eux. Et là, en fait, ça se passe pas du tout hier soir et je pense que ça précipite aussi Vannes dans sa chute. Tactiquement, je crois qu'ils se trompent à un moment donné, ils peuvent prendre 3 points, ils sont encore devant, ils vont en touche, au final, ils perdent la munition. Après, derrière, ils tentent une pénalité quelques minutes après, qui est celle ratée par Lafache, qui est un peu trop éloignée, du coup, il la rate. Bon, tu sens qu'après, voilà, c'est un promu qui apprend sur sa première année et qui n'a pas forcément l'expérience de ces matchs. Le plus dur, ça va être de ne pas lâcher complètement, de ne pas vite se sentir condamné, en fait. Tu vois, parce que moi, j'ai l'impression que leur saison va ressembler à celle de Biarritz. Il y a 3 ans. Bon, après Biarritz, c'était costaud quand même. Et oui, mais c'était costaud. Mais Biarritz, ils gagnent Bordeaux première journée. Ils en gagnent des matchs au début à la maison. C'est pas Biarritz qui fait un total. C'était Agen. Agen qui fait 0 victoire. Agen fait défaite. Non, mais là c'était quelque chose. Agen, il y a la 3e mi-temps déjà à l'époque ou... Ah non, il n'y avait pas la 3e mi-temps. Le jeune bunker, chaque semaine. Non, mais ça aurait été terrible. Et t'avais Biarritz. Biarritz, je me rappelle au début de la saison, t'as Aguilera qui a un feu, ils battent l'UBB avec. Je me rappelle, il y avait toute la grosse équipe de l'UBB, ils les battent première journée. Et au final, après, ça s'est effrité complet. Et du coup, c'est pareil, Vannes. Vannes, en fait, aujourd'hui, tu es prétendant au top 6. Tu prépares le déplacement à Vannes, tu peux pas te louper, quoi. Tu vois, aujourd'hui, tu es en seconde partie de saison. Voilà, typiquement, ils vont à La Rochelle ce week-end. C'est-à-dire que La Rochelle ira à Vannes en seconde partie de saison. Toulon ira à Vannes. Des équipes comme ça, tu peux pas te faire taper à Vannes. Non, mais surtout, ça peut arriver si tu es moins bon. Mais comptablement, tu dois aller jouer. Et Vannes, ça va devenir une équipe comme ça. C'est que aujourd'hui, Vannes, ils ont gagné Castres, ils ont gagné Lyon, mais c'est des équipes comme ça qui peuvent accrocher. Je pense qu'à ce qu'on part de saison, les prétendants au top 6, ils pourront pas les toucher. C'est la baie de l'UBB. Pour moi, tu es un promu. Si tu veux te maintenir, tu reçois Bordeaux, période de doublon. C'est du pain béni. Tu es obligé de gagner ce genre de match au moins pour te maintenir. Je suis désolé. Le match, la sortie de Jalibert au bout de 10 minutes. Oui, non, enfin, tu te dis tout. Tout était pour toi. Tout fonctionne quoi, ce soir. Quoi. Non, tout était pour toi. Au final, rien n'a été pour toi parce que tu as pris 0 points. Ils auront appris sûrement de ce match, mais je pense qu'ils n'auront pas. D'ailleurs, c'est pas pour. Vas-y. Encore faire le pisse froid, mais. On a beaucoup parlé, à raison du public quand même. Non, mais c'est vrai, pour le coup, on a vanté le public. Voilà, et on a été les premiers, c'était magnifique. Bon, hier, j'ai quand même entendu un petit peu le sifflet quand même. Beaucoup. Moi, je suis bien content parce qu'ils sont achetés une image là, quand ils prennent 45 pions contre Toulouse. Là, c'est respectueux, siffle pas. Mais je me souviens l'an dernier, par exemple, contre Béziers, dès qu'il y a un peu d'enjeu, ça siffle. Donc, ils se sont fait passer pour les gentils. Tu l'avais pas bien vécu, ça. Non, mais tu l'as toujours. Mais ça, il a toujours là, ça fait 6 mois. Les supporters de Béziers, comme à leur habitude, siffler. Et moi, pour le coup, pour moi, siffler, c'est pas un manque de respect. Enfin, c'est à la limite. Pas quand tu siffles, mais oui. Non, mais si tu siffles tout le temps le buteur. Bon. Non, mais surtout, t'es le public. Justement, sur ce match-là, Maxime Lafache, pas habitué. Il se fait siffler par 1000 personnes. Première pénalité, il a des vices complets, comme Béziers. Donc ça aide aussi. Enfin, c'est de bonne guerre. Il y a des choses qui me choquent beaucoup plus que ça. C'est même pas insulter un jour ou quoi. Là, c'est vraiment
pour s'attaquer à quelqu'un ou à une équipe quand tu en es sur là, c'est juste de bonne guerre, tout le monde a toujours sifflé. Enfin, tu respectes aussi le buteur en certain manière. Si tu dis t'es fort, on essaie de te déconcentrer, après ton équipe. Oui, voilà, mais moi j'en veux pas forcément aux supporters vantés. Mais c'est drôle de les voir dès qu'il y a un peu d'enjeu là, ça y est. Oui, mais parce qu'à un moment donné, c'est normal, c'est humain. Mais oui. Ils ont l'impression de se faire voler, en gros. Il y a rien qui fonctionne. Le retournement de situation, je pense que c'était supporter. Ouais, et puis je pense qu'à un moment donné, t'as pas envie d'être un peu le bisu en mode on vient chez toi, t'as un gentil public qui siffle jamais, tout le monde va gagner chez toi, et toi tu réagis pas et en gros t'applaudis. Bah non, je pense qu'à un moment donné, les Bretons ils ont beaucoup de fierté aussi, donc ils ont aussi envie de se faire respecter, et là ils ont ce sentiment là qui est humain et que je comprends tout à fait. Bah ils sifflent, oui, bah ça fait partie aussi du rugby. Oui, tu m'étonnes, Thomas Ramos il est content, il est à l'extérieur et en plus tout le monde le respecte, il est dans un fauteuil. Tu m'étonnes, il doit être content. Donc Vannes 14e, je regarde un peu leur calendrier. Et comme tu dis, c'est vrai que le fait que tu siffles pas, en plus ça augmente le truc, t'es dernier, oui, voilà, t'es trop gentil quoi. Tu perds, en plus t'aides les buteurs à réussir leur coup de pied. Voilà, c'est ça. Au moins si tu veux te maintenir, faut avoir peur d'aller jouer à Vannes quoi. Oui, voilà, là c'est j'ai ça. presque te dire, je vais pas dire que t'as pas peur d'aller jouer à Vannes, mais pas loin quoi. Non, et puis là le match il se passe pas du tout comme tu l'avais souhaité, donc t'as tellement de sentiments qui t'envahissent que c'est logique. Qui va à La Rochelle, donc ça va pas être. Oui, voilà, ils vont à La Rochelle et après. Ils se déplacent ils reçoivent Bayonne après la Coupe d'Europe. Le match de la dernière chance. Hein. Et après ils vont à Pau. Ouh là là. Donc là ils vont. Ils reçoivent Bayonne, ils vont à Pau. Bayonne, ils vont à Pau. Donc là tu te dis. Deux matchs clés quoi. Même si je pense quand même que La Rochelle va faire le travail à domicile, mais c'est un match qu'on attend et qui sera un peu particulier. Il y a quelques anciens Rochelais, on ne sait pas s'ils joueront, mais on sait qu'il y a quand même des liens entre les deux clubs. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont passés, notamment Maxime Lafage, qui aura peut-être envie de faire une grosse performance. Je ne sais pas si Camou va jouer ou pas. Enfin bon, il y a quelques joueurs qui voudront faire un gros match à La Rochelle. Je vais assassiner peut-être Maxime Lafage, mais est-ce que les supporters de La Rochelle se souviennent que Maxime Lafage a joué à La Rochelle? Ah, t'es dur. Ouais, j'assassine un peu. Je l'ai prévenu, j'assassine. Tu te débrouilles avec ce que tu viens de dire. Vraiment, là, bon. Non mais j'adore Maxime Lafage, c'est un très bon joueur. Je me ferai un malin plaisir de lui envoyer un message tout de suite après émission pour qu'il aille revoir ce moment. Ah, on l'aura pas jeudi d'un kick, enfin Maxime Lafage, s'il regarde l'émission, je vous le dis. Terrible. Non mais d'ailleurs, c'était au fil jeudi? C'est toi jeudi? C'est pas toi? C'est Manon? Mais Maxime Lafage, c'est un constat, il surpassait genre. Non, il est pas très bon. Oui, non, c'est sûr. Alors qu'il sortait justement de très bonnes saisons en Colombie et que tout le monde avait envie un peu de le voir en top 14 à ce moment-là. Oui, après ça. Et il a pas réussi. À l'image des numéros, il y en a pas mal des numéros 10 qui sont passés à La Rochelle qui n'ont pas eu. Il y en a même un qui est champion du monde humain qui joue pas. Donc, voilà. Tu vois que c'est compliqué de t'installer un 10 à La Rochelle. Au plein et qu'au final a bien rebondi quand même. Oui. Bon, c'est bon? C'est bon, c'est fini, les règlements de compte. Non, mais il y a public breton. Il y a West. Et ça, quand même, à La Rochelle, c'est quand même peut-être l'un des. Moi, je le mets dans mon top 10 des plus grands demi d'ouverture de tous les temps. Après, bon, voilà, vous faites ce que vous voulez. À la lutte avec Pollard. Bon, merci. Merci, messieurs. On a comparé West et Pollard. C'est beau. On peut s'arrêter sur ça. Il n'y a que dans cette émission on peut se permettre ça. Mais West, il est blessé ou il joue pas en ce moment? Il joue pas. Non, il est pas blessé. Non. Okay. Merci Théophile qui est en régie. Ah, qui ronfle sur la tablette. Je sais pas si Kélian et Yannis sont encore dans la rédaction. Mais bon, si jamais, je leur passe le bonjour s'ils nous écoutent. Mais bon, merci. Alors, voilà. Là, il sait faire le bandeau. Non, mais voilà. Alors, kick-off rugby. Du coup, jeudi, je suppose qu'il y aura Paul. Non, même pas. Comment c'est possible? Non. Il y a Yanis Diou et il me semble Maxime Gutiérrez. Ok, bon, ben voilà. Donc, kick-off rugby tous les jeudis à 18h en direct sur Twitch. Gabessa, on peut avoir le 15 de la semaine complet. Voilà. Attends, je vais l'avoir. Mais Gaba SM, il a pas d'abonnement là pour aller voir sur pas journal numérique. Alors déjà, il te faut un abonnement. Parce que le journal numérique est déjà remonté. Il est minuit 20, on peut faire un petit cadeau. On peut faire des cadeaux quand même. Oui, c'est vrai que pour ceux qui sont là, on peut leur faire un cadeau. Faites gagner un 15 de la semaine. Alors, ce soit les purs et durs. Alors, écoutez. Quand même. Joe Jonas, Stade Français, arrière. Gaël Dréan. Il a cherché, ça passe. Gaël Dréan, numéro 14. Lester Etienne à l'autre aile. Georges Moala, au numéro 12. Adrien Séguré, numéro 13. Colli, Enzo Hervé
la charnière. Troisième ligne, Jack Willis, Mathias Haddad-Victor, Lachlan Swinton. Deuxième ligne, Cyril Cazot, Clément Verger. Première ligne, Sacha Lautrian, Étienne Fourcade, les deux Clermontois, et Wilfried Ougpatin. Voilà. Vous avez le 15 de la semaine. Parfait. Et du coup, kick-off rugby, comme d'habitude, jeudi à 18h. Live LGM, samedi à 11h. Et troisième mi-temps après Bayonne Stade Français, dimanche prochain. Pas de réaction? Bayonne Stade Français dimanche prochain? Oui. Pas de réaction? Ah oui, mais parce que normalement, oui, ça aurait pu être Racing, mais comme ça a traité, c'est horrible. Oui, donc voilà. ils le mettent à quelle heure? 14h samedi, 14h30. je pense. Oui, voilà, 14h30. 14h30. Mais c'est vrai que... Alors, je vais pas être méchant avec les affiches. Et Van Il n'y a La pas Rochelle d'affiche hyper... Ah si, ouais, je voulais quand même pousser un petit coup de gueule parce que je crois qu'ils ont mis... Ça m'aurait si. étonné. Ça m'aurait étonné. Non. Je voulais quand même pousser un petit coup de gueule. Je crois qu'ils ont mis nos amis de Canal, La Rochelle-Vannes à 17h. Si À je me trompe. 16h30. À 16h30, oui. Je trouve ça horrible. La Rochelle-Vannes. Mais oui, mais tu le mets à 21h en vrai. Vannes, ils étaient à 21h là déjà. Mais non, mais tu le mets. Non, mais La Rochelle-Vannes, c'est un match que tout le monde attend pour. Tout le monde attend, mais qui attend? Il va Mais avoir 40 à 3. c'est plus déjà un derby de l'Atlantique que face à Bordeaux. Mais ça, Et- je suis d'accord, mais là tu. Et non, en vrai, franchement, Et ça. typiquement, je pense, typiquement sans faire de. C'est quoi 21h? Alors là, je suis d'accord avec toi, Perpignan-Toulon. Ah, voilà. Non, mais Super. ok, mais pour le coup, en termes d'enjeu, 5e contre le 6e Clermont-Castres, à 16h30, ils peuvent plus gueuler les supporters de ces clubs que La Rochelle-Vannes. La Rochelle-Vannes à Mais non, l'extérieur. mais il y a. Tu sais que Vannes à l'extérieur, il y aura pas match si La Rochelle fait le travail, sans être méchant avec les Vantais. Tu vas pas mettre un match. Ouais, Non, mais surtout, je pense que c'est Jean-Noël Spizard qui doit être content de ne pas jouer sur Canal à 21h parce que l'arbitre l'aurait Oui. défavorisé. L'arbitre, donc, le statut, tout ça, donc ça peut être Je sais compliqué. pas, moi j'aurais trouvé de la gueule à deux flancs Non, à pour le coup, 21h je te dis face ok, au mais Vanté. Vannes, ils sont 14e. Tu vois, 21h, je pense Canal, je sais pas s'ils font des grosses audiences en Bretagne, tout ça avec Vannes. Mais je pense que voilà. Non, mais c'est vrai, honnêtement, non, mais je pense non, que mais si t'avais. Non, mais vous avez raison, c'est mieux Bayonne Stade Français dimanche soir. Non, mais- mais J'avais dit ça. Moi, J'avais dit ça. je pense par contre que pour le coup, J'avais dit si ça. ça- je suis Moi d'accord. je prends mon dimanche, hein, je vous le dis. Je suis d'accord avec Vincent que Vannes extérieur promu, c'est dur cette saison, mais que si ça avait été Vannes La Rochelle, ça aurait Oui. sûrement été à 21h. Vannes La Rochelle, tu verras que si. Mais Vannes La Rochelle, si c'est les mêmes matchs que là. Ouais, mais ça dépend si où en est Vannes un peu dans son Non, mais classement à ce moment là du vous match. avez décidé d'assassiner Vannes, mais je trouve Et que. pourquoi? Non, mais à Mais non. l'extérieur, ça a toujours été des matchs plutôt sympas en plus à voir. Non, mais Quand ils vont jouer à Toulon et tout, c'est sympa. je suis d'accord. C'est Je te agréable. souhaite- alors, je sais pas si je te le souhaite c'est- parce que le match soit serré. Parce que s'il y a 52-8, je saurais te le dire que tu voulais mettre ce match le samedi soir. Sache-le. Et je pense. Et si à Ça 52 à enlèverait 8, tu vois quoi. 10 essais, c'est On est... bien. Ah oui, bon, d'accord, oui, bon, oui. Bon. Si on calcule comme ça, oui, on Bah, va regarde, mettre tous ce les matchs soir, plus pendant équilibrés. longtemps, on a vu qu'une équipe jouer et ça c'était pas non plus emballant quoi. C'est quand même mieux. Enfin, c'était quand même mieux que le Stade Français Toulon. Hein. Oui. Ce Ah, mais soir. oui. Ah, mais Oui, ça mais- français Ah, non, Toulon, mais il en- pleuvait, à choisir il y avait quand même, 30 d'eau, Stade français Toulon. Oui, non, mais. C'est quand même mieux quand t'as deux équipes, que tu te fais un vrai peut match, que finir, tu te ouais. régales. Ouais, Théophile, Voilà, avec son Théophile coup de était déjà gueule, devant la porte là, il partait. Il est parti, je crois. Il a fait Il son est sac parti, et je tout. crois. Mais il est parti. Ah oui, c'est Non, vrai. on va continuer nous-mêmes. Donc bon, j'ai tout dit. Paul a poussé son coup de gueule. Ouais, je trouve que c'est voilà, dommage. je pense que On a toujours il a les été affiches. entendu. toujours. Il a été entendu. Merci à tous et à jeudi pour Kick-Off Rugby et à la semaine prochaine pour la troisième mi-temps après Bayonne Stade Français et non pas La Rochelle-Vannes. On s'en excuse d'avance pour les supporters rochelais éventés. On regardera quand même le match à 16h30 samedi. Voilà, merci à tous. Ciao, ciao. Ciao.